Shadowversity. Salutations, je suis Shad et j'ai abordé le katana dans de nombreuses vidéos sur ma chaîne en essayant de dissiper les idées reçues, mais aussi d'établir quels sont ses points forts et ses faiblesses. Et le katana revient généralement de façon informelle dans de nombreux sujets de vidéos différents. Et puis j'ai ma grande série complète sur le katana, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas une seule vidéo qui aborde toutes les idées reçues de manière concise. C'est justement ce que je fais dans cette vidéo en ce moment. Et si vous voulez aller plus en profondeur, j'ai une série en 5 parties sur le katana qui aborde des études académiques sur le katana, des analyses métallurgiques et tout ce genre de choses qui servent de preuve pour tout ce que je vais partager ici. En ce moment, je vais essayer d'expliquer ces points du mieux possible, aussi succinctement que possible, parce que vous me connaissez, je ne pars jamais dans des digressions aléatoires. Mais quoi qu'il en soit, je vais faire de mon mieux et j'espère que cette vidéo pourra servir de point de référence pour orienter vers la vérité sur le katana. Laissez-moi dire tout de suite que le katana est l'une de mes épées préférées. J'adore cette arme, mais je veux que les choses soient comprises dans leur contexte approprié. Et donc, même si j'adore le katana, je déteste que les gens le comprennent mal et qu'ils le mettent aussi sur un piédestal, comme s'il était meilleur que toutes les autres épées du monde. Ce n'est pas normal. Le katana n'est pas une épée magique qui serait la meilleure épée du monde. Il est excellent pour ce à quoi il est destiné, donc replacé dans le bon contexte de ce pourquoi le katana a été conçu, là où il excelle, il est vraiment très bon. Mais cela ne veut pas dire que c'est le meilleur dans ce domaine. Pour ce qui est de couper, le katana est une vraie bête, mais est-ce le meilleur coupeur du monde? Eh bien, tout dépend de ce qu'on considère comme une bonne coupe. Si vous fabriquiez une épée avec un poids ridiculement en avant, qu'il suffirait de laisser tomber pour couper n'importe quoi, alors oui, on pourrait dire que c'est la meilleure épée pour couper, mais elle serait ingérable et vous ne pourriez pas l'utiliser correctement. Une épée doit atteindre un certain équilibre pour être vraiment bonne. Le katana atteint un équilibre correct, mais il existe d'autres épées qui coupent mieux que lui, d'autres épées qui sont meilleures, d'autres épées qui le surpassent dans certains domaines où le katana n'excelle pas. Par exemple, il peut transpercer, mais ce n'est pas le meilleur pour ça. En termes de maniabilité et de facilité à rediriger la lame, il y a d'autres épées bien plus maniables que lui. Donc, la première chose à comprendre et à admettre, c'est que le katana n'est pas une épée magique et ce n'est pas la meilleure épée du monde, c'est une excellente épée pour couper. Pour son usage prévu, il est inefficace contre une armure et dans un duel 1 contre 1 avec un adversaire équipé d'une autre épée. Il a une certaine protection pour la main, tout ce que j'avais, mais c'est la première idée reçue à écarter. Ce n'est pas magique, ce n'est pas la meilleure épée du monde. Les prochains points, je vais les développer davantage, mais je vais juste les énoncer rapidement. L'acier n'est pas le meilleur acier du monde, d'accord? Le katana n'est pas l'épée la plus tranchante du monde, ce n'est pas l'épée la plus solide du monde, ce n'est pas l'épée la plus légère du monde, ce n'est pas l'épée la plus absorbante au choc du monde, et cette légère courbure n'augmente pas la capacité de coupe. Toutes ces choses que je viens de mentionner sont des affirmations que j'ai entendues de la part d'universitaires qui essaient de prétendre que le katana est supérieur dans ces domaines à n'importe quelle autre épée. Toutes ces affirmations sont fausses et je vais expliquer pourquoi. Je vais commencer par le métal et c'est l'un des aspects les plus mal compris à propos du katana et c'est généralement la cause ou la raison que les gens avancent pour expliquer pourquoi il serait plus solide, plus tranchant, plus léger et tout ça. Et tout revient à cette idée qu'il a été plié 2000 fois, ce qui le rendrait incroyablement solide. Les gens qui disent que si vous pliez l'acier 2000 fois, cela le rend forcément meilleur, plus solide, plus tranchant, tout ça, honnêtement, n'ont aucune idée de la forge ou de la métallurgie. Moi aussi, je disais que c'était le pliage quand j'étais adolescent. J'ai été trompé par ces documentaires et même la culture populaire. Mais ce n'est pas le pliage qui fait la différence, d'accord? Plier l'acier n'est nécessaire que si l'acier de départ contient des impuretés. Si l'acier de départ a la bonne teneur en carbone, que c'est le bon type d'acier et qu'il n'a pas d'impuretés, le plier va en fait l'abîmer, d'accord? Quand on forge quelque chose, on perd forcément du carbone à cause de l'oxygène ambiant. Tous ces coups de marteau, tout ce chauffage, la calamine, c'est l'acier qui s'oxyde, l'oxygène qui se lie à lui, d'accord? Et qui s'écaille. Et quand on plie, non seulement on risque d'emprisonner de la calamine dans les plis, mais on décarburise l'acier et plus on plie un acier qui a déjà la bonne teneur en carbone, plus on perd de carbone. Ce qui veut dire qu'on pourrait le ramener à l'état de fer, d'accord? Donc plier l'acier ne le rend pas forcément meilleur. Ce que ça fait, c'est que ça peut enlever les impuretés. Comment le pliage enlève-t-il les impuretés?
Eh bien, si vous avez des inclusions non métalliques dans l'acier, elles ont une température de fusion plus basse que l'acier lui-même. Donc, quand vous chauffez ce bloc d'acier jusqu'à ce qu'il ne soit pas liquéfié, mais qu'il soit rouge vif, les inclusions non métalliques, elles sont liquéfiées. Et quand vous le martelez, le pliez et le martelez à nouveau, vous pouvez expulser ces petites poches d'inclusions non métalliques liquides hors de l'acier. Et plus vous le faites, plus vous les expulsez jusqu'à pouvoir les faire sortir complètement de l'acier. Mais ça n'enlève pas toutes les impuretés. En fait, il est impossible d'enlever toutes les impuretés par cette méthode. On se débarrasse des plus grosses poches d'impuretés et d'une bonne partie, donc ça aide à purifier l'acier. Ensuite, les impuretés qu'on ne peut pas enlever, parce que c'est impossible de tout retirer ainsi, on les homogénéise dans l'acier, ce qui veut dire que quand on forge la lame, il n'y a pas une grosse poche d'impureté à un endroit qui pourrait causer une faiblesse fatale. Tout est réparti uniformément, ce qui veut dire que la solidité de l'épée à un endroit est la même qu'à un autre. Ensuite, la méthode de pliage du katana ne consiste pas à le plier 2000 fois. On peut atteindre jusqu'à 2000 couches, mais il suffit d'une vingtaine de plis pour y arriver. Réfléchissez. Un pli, 2 couches, 2 plis, 4 couches, 3 plis, 8 couches, 4 plis, 16, 32, 64, ça monte vite, d'accord? Donc on peut atteindre les fameuses 2000 couches, mais pas 2000 plis, d'accord? Si vous pliez l'acier 2000 fois, vous le ramènerez probablement à l'état de fer et vous le ruinerez. Alors, pourquoi le plie-t-il? C'est parce que l'acier de départ contient beaucoup d'impuretés. La méthode de pliage est ingénieuse pour utiliser cet acier de moindre qualité. Et c'est bien un acier de moindre qualité, d'accord? De nos jours, on dit que le Tamahagan, l'acier du katana, est magnifique. Non, c'est simplement un acier à haute teneur en carbone. Et surtout avec les technologies plus anciennes, il pouvait être difficile de fabriquer de l'acier à haute teneur en carbone. Elle ne comprenait pas parfaitement les procédés, d'accord? Mais le Tatara, le grand, vous savez, fourneau de fusion qui produit le Tamahagan, le Tatara est, dans son état le plus basique, un grand four de type bloomery. Et l'acier bloomery est connu dans de nombreuses cultures depuis des milliers d'années, même avant la période médiévale, d'accord? L'acier bloomery, c'est comme ça qu'ils ont commencé à fondre le fer à l'époque classique, même chez les Romains. D'accord? Les forges bloomery sont connues depuis des siècles. La différence entre le Tatara et les autres four bloomery, c'est qu'il est grand. C'est un grand four bloomery, mais c'est tout. Et l'autre chose qui prouve un peu ce que je dis, d'accord, c'est le métal, le gros bloc de métal que l'on obtient d'un Tatara, ce n'est pas tout du Tamahagan. Là, ils doivent en fait l'examiner, casser des morceaux de leur acier qui ont la bonne teneur en carbone. Pourquoi? Car comme avec tout autre bloomery, c'est le principe même des fours à blueberry. Ça ne liquéfie pas complètement le fer, et si le fer ne se liquéfie pas complètement, cela signifie que la teneur en carbone ne peut pas se diffuser uniformément dans le fer pour obtenir une uniformité parfaite de l'acier de haute qualité. En conséquence, l'acier que vous allez obtenir aura beaucoup d'inclusions non métalliques et la teneur en carbone ne sera pas diffusée uniformément. Donc, ce qu'ils font lorsqu'ils ont ce gros morceau de métal provenant du Tatara, c'est qu'ils le cassent et cherchent les morceaux d'acier qui sont plus brillants, un peu plus argentés, car plus c'est argenté, plus la teneur en carbone est élevée. Ensuite, ils cherchent ce qu'on appelle le bon Tamahagan, c'est-à-dire l'acier qui a la bonne teneur en carbone, ils le cassent en morceaux et les gardent ensemble. C'est pourquoi le Tamahagan est toujours en petits morceaux qui doivent être aplatis et mis dans ce genre de choses pour être soudés à la forge ensemble. Si le Tatara avait produit un acier de qualité, il n'aurait pas besoin de faire ça. Avec un bloc d'acier de bonne qualité, uniforme et sans inclusion non métallique, vous pourriez directement le forger à la longueur souhaitée sans avoir à le plier pour éliminer les impuretés. De nombreux types d'acier, comme l'acier creusé, sont en réalité meilleurs que le Tamahagan, l'acier traditionnel du katana, grâce à une technologie supérieure. D'accord? Si vous mettez de l'acier dans un creuset en argile, que vous le placez dans une sorte de forge à la bonne température, suffisamment pour pouvoir liquéfier le fer, le carbone va se diffuser uniformément à l'intérieur et vous obtiendrez un acier de meilleure qualité avec la bonne teneur en carbone dès le départ. Pour voir? Si vous mettez ce creuset dans un four qui peut chauffer suffisamment pour liquéfier complètement le fer, les impuretés vont naturellement remonter à la surface. D'accord, ce sont des morceaux de verre, de silicium et toutes sortes d'autres choses, mais en général, tous ces morceaux de roche, de saleté et tout le reste fondent et remontent à la surface. Ils flottent au-dessus, puis le carbone se diffuse complètement et uniformément à travers le tout.
Quand le résultat est une galette, le carbone est diffusé uniformément dans la galette et on obtient un acier pur de bien meilleure qualité. Et devinez quoi? Cette technologie existait déjà à l'époque médiévale. D'accord, pas partout à l'époque médiévale, parce que ce que les gens doivent comprendre, aussi bien au Moyen-Âge, vous savez, en Europe qu'au Japon médiéval, c'est qu'il y avait de la bonne et de la mauvaise qualité, mais tout le monde prend toujours les meilleurs katanas. Tu sais combien de katanas de mauvaise qualité il y avait, qui se pliaient facilement, ne tenaient pas le tranchant, n'avaient pas la bonne teneur en carbone et étaient plus proches du fer? L'acier était plus abondant qu'on ne le pense. Historiquement, la qualité des épées a toujours varié. Les meilleurs forgerons étaient capables de fabriquer les meilleures lames et ils étaient mieux payés, mais il y avait aussi beaucoup de mauvaises épées, d'accord? Et les gens aiment comparer, vous savez, le meilleur katana avec les pires épées européennes. Mais non, d'accord. Ben, si vous voulez comparer le meilleur au meilleur, vous compareriez le meilleur katana avec les meilleures épées européennes. Et dans ce cas, vous regardez des épées fabriquées en acier creuset, qui en fait sont fabriquées avec un acier de meilleure qualité. Cela dit, les différences de qualité sont en réalité très faibles, honnêtement, en termes de résistance et de durabilité réelle. Ce qui a un impact bien plus important sur la solidité et la durabilité d'une épée, ce n'est pas forcément l'acier, tant que l'acier est correct. L'acier résultant du pliage d'un katana et celui des aciers creusets sont de bonne qualité. Les différences entre un bon acier creuset et l'acier d'un katana sont minimes. Ils sont tous deux plutôt bons. Et je dirais que l'acier creuset est naturellement meilleur parce qu'il contient moins d'impuretés. L'acier creuset est plus uniforme, mais les différences avec le katana en acier traditionnel plié sont minimes dans une utilisation normale. Vous remarquerez à peine les différences de résistance entre les meilleurs des deux. Même si l'acier creuset est meilleur, la différence ne serait pas vraiment perceptible. Ce qui provoque une différence beaucoup plus grande dans sa maniabilité et ses propriétés mécaniques, c'est l'étape de la trempe, d'accord? L'étape de trempe et de revenu. Maintenant, l'étape de trempe et de revenu est très importante parce que c'est elle qui donne au katana non seulement sa courbure emblématique, mais aussi sa ligne de hamon emblématique. C'est bien la ligne de hamon, ce motif ondulé que vous voyez sur les katanas. D'accord? Les katanas, lorsqu'ils sont fabriqués de manière traditionnelle, sont réalisés par trempe différentielle où le tranchant est rendu plus dur que le dos. Contrairement aux méthodes européennes de forge d'épée, où la dureté est homogène lors de la trempe et du revenu, les épées japonaises ont une dureté différentielle. Les deux ont des avantages et des inconvénients, mais l'une a un avantage significatif sur l'autre, que je vais détailler. Je voudrais aborder d'autres idées reçues, notamment que le katana serait l'épée la plus tranchante au monde. Et cela est lié à la trempe et au revenu, car le katana est trempé de manière à ce que le tranchant soit beaucoup plus dur. Ils appliquent une fine couche d'argile sur le tranchant, plus épaisse sur le dos, ce qui permet au tranchant de durcir plus rapidement et lui confère une structure cristalline. La structure cristalline métallurgique du tranchant, la martensite. Ensuite, ils ont de la perlite, une autre structure cristalline moins dure que la martensite, une sorte de gaine en perlite avec un noyau presque entièrement en ferrite ou en fer. La ferrite peut parfois contenir des lignes de cémentite, ce qui en fait un acier perlitique de moindre qualité, mais la plupart des katanas fabriqués de manière traditionnelle possèdent 3 types de structures cristallines. Ainsi, vous obtenez un tranchant très dur. Les aciers plus durs, d'accord, peuvent conserver leur tranchant plus longtemps. Cela ne veut pas dire qu'ils sont intrinsèquement plus aiguisés. Ils restent simplement plus aiguisés plus longtemps. Vous pouvez aiguiser un mauvais fer pour qu'il soit aussi tranchant qu'un katana. Il perdra simplement son tranchant plus rapidement. C'est ça la différence. Abordons les idées reçues sur la solidité et la capacité d'absorption des chocs du katana, directement liées à la trempe différentielle mentionnée précédemment. Et les gens supposent que parce que le dos du katana n'est pas aussi dur que le tranchant, cela le rendrait absorbant au choc et donc résistant à l'ébréchure, aux bosses et à la casse. C'est faux. En fait, comme le tranchant est très dur, il est plus susceptible de se fissurer. Plus un matériau est dur, plus il risque de se fissurer au lieu de simplement se déformer et de se bosseler, d'accord? Donc, c'est la première idée reçue à corriger. Ensuite, les gens pensent que ce sera résistant à la flexion, ce qui est également complètement faux.
ce que la trempe différentielle va faire, et je vais m'approcher de la caméra, c'est que si vous avez un tranchant plus dur et un dos plus tendre, lorsque vous avez une fissure ou un impact, et souvenez-vous que le tranchant est beaucoup plus dur sur un katana que les autres parties de l'épée. Quand une fissure se produit et atteint la partie de la lame qui est plus tendre, et il y a un noyau interne vraiment tendre sur la plupart des katanas qui se rapproche de la ferrite, et puis cette sorte de gaine extérieure ici est un acier de type perlite. Donc la fissure va avancer et s'arrêter. D'accord? Si toute la lame était aussi dure que le tranchant, cette fissure traverserait et casserait. Donc, ce que ça fait généralement, les katanas peuvent se casser en deux, mais grâce à la trempe différentielle, ils ont généralement tendance à se plier plutôt qu'à se briser complètement. Voilà la réponse. Le problème, c'est qu'ils ne fléchissent pas. D'accord? Ce ne sont pas des ressorts, et pour obtenir un ressort, toute l'épée doit être à peu près aussi dure que le tranchant d'un katana, c'est-à-dire de la martensite, mais ensuite, il faut la tremper, ce qui soulage une partie de la contrainte et donne à l'épée son élasticité. Ce type d'acier, c'est ce que vous trouverez dans les meilleures épées médiévales européennes. Regardez l'élasticité de mon épée, elle est beaucoup plus flexible vers la pointe, d'accord? Elle est faite pour ça parce que c'est une épée d'entraînement, d'accord? C'est uniquement possible grâce au type d'acier dont cette épée est faite. C'est de la martensite qui a été correctement trempée pour lui donner cette qualité de ressort. Maintenant, si je faisais ça, si je pliais le katana autant que je plie cette épée, il resterait comme ça, il se plierait et resterait plié. Voilà la vérité sur le katana, d'accord? Ils ne sont pas aussi durables que d'autres épées, mais ils sont généralement beaucoup plus résistants. Regardez comme il est facile de plier cette épée. Pour plier le katana autant, il faudrait que j'applique beaucoup plus de force. Donc il résiste davantage à la flexion, il est plus rigide. La raison pour laquelle il est plus rigide, c'est parce qu'il est plus épais. Voyez-vous la différence d'épaisseur entre les épées? Je vais essayer de les tourner un peu. Si vous ne voyez pas, le katana à la pointe fait presque 4 mm d'épaisseur comparé à celle-ci qui fait environ 1,5 mm à 2 mm à la pointe. Donc, il résiste à la flexion, il est difficile à plier. Le problème, c'est que quand le katana finit par se plier, même s'il faut plus de force pour le faire, il va rester plié. Les katanas se plient, ils ne reviennent pas en place, sauf s'ils sont faits en acier moderne. Beaucoup de reproductions modernes de katanas ne sont pas fabriquées de façon traditionnelle, mais avec de l'acier à ressort, parce que l'acier à ressort est finalement plus durable. Donc, presque par nécessité, les katanas doivent être plus épais pour résister à toute flexion, parce que quand ils se plient, c'est là que les problèmes commencent. Pour en faire une épée équilibrée et fonctionnelle, il faut faire quelques ajustements. La lame doit être un peu plus courte, parce que si vous avez une lame aussi épaisse à la pointe et aussi longue qu'une épée longue, elle sera beaucoup trop lourde en tête. Voyez-vous la différence de longueur ici entre le katana et l'épée longue? C'est assez différent en longueur, trop lourde en tête si vous faisiez une chanson. Cela dit, il existe des katanas qui sont à peu près aussi longs qu'une épée longue et ce sont de véritables monstres pour couper. Donc ils ne sont pas complètement inutilisables. Je pense qu'en général, ils auront une pointe un peu plus fine, mais ils ne seront pas aussi maniable qu'une épée longue. Et c'est un compromis intéressant parce que cette épée longue, si elle était aiguisée, n'aurait pas autant de mordant si vous coupiez avec la pointe comparé à un katana. Voilà un des avantages du katana. Rappelez-vous, c'est toujours une question de compromis avec un katana qui est épais à la pointe comme ça. Ces coups sont dévastateurs, même lorsque vous frappez avec l'extrémité supérieure, et donc même si le katana est plus court que l'épée longue. D'accord? Pour obtenir une coupe vraiment efficace avec cette épée longue, il faudrait frapper quelqu'un à peu près ici sur la lame, mais avec le katana, vous pouvez en fait obtenir une bonne coupe directement à la pointe. Et vous n'avez pas toujours besoin de viser plus bas sur la lame. Donc dans ce sens, le katana a quand même une bonne portée de coupe. Mais là où l'épée longue excelle vraiment, c'est bien sûr dans les stocks. D'accord. Et cela dit, si vous essayez de frapper quelqu'un et que vous êtes juste hors de portée avec l'épée longue, parce qu'elle est plus longue, vous êtes juste à la bonne distance. Vous pouvez quand même trancher la gorge de quelqu'un. Donc, même si l'épée longue n'est pas aussi bonne pour couper à la pointe, elle peut quand même couper. Donc, c'est toujours un compromis raisonnable entre les deux. Souvenez-vous, le katana n'est pas une épée horrible, contrairement aux idées reçues que j'essaie de dissiper. Mais l'une de ses grandes forces, c'est sa capacité de coupe. Et elle l'obtient parce qu'elle est épaisse, d'accord, rigide et résistante aux vibrations.
À cause de cela, l'une des faiblesses des épées longues et de toutes les épées qui ont des lames plus fines, c'est qu'elles sont beaucoup plus sujettes aux vibrations. Et si vous frappez quelque chose avec un mauvais alignement du tranchant, elles peuvent vibrer et rebondir. Alors que le katana y résiste particulièrement parce qu'il est plus épais. Donc maintenant, j'ai abordé la force générale du katana et le mythe selon lequel il absorbe les chocs à cause de la trempe différentielle. Non, il absorbe les chocs parce qu'il est épais. D'accord, mais il ne va pas se plier en retour. Maintenant, abordons un autre mythe. La courbure aiderait au ratio de coupe. Et la réponse est non, ce n'est pas le cas. Il est à peine courbé, d'accord, il est presque droit. Maintenant, vous pouvez avoir des avantages dans le ratio de coupe si une épée est beaucoup plus courbée, comme par exemple les Toloas, toute la famille des cimmetières, Toloa, Shamshir, ces épées-là, d'accord, qui sont très courbées. Là, bien sûr, vous pouvez faire de larges coupes en traction, mais le type de coupe en traction que vous pouvez faire avec un katana, vous pouvez aussi le faire avec une épée longue. Vous pouvez frapper et tirer en même temps, et vous pouvez aussi faire des coupes en poussée tout aussi facilement. Et rappelez-vous, le katana est à peine courbé, il est presque droit. Donc le mouvement de traction que vous pouvez obtenir entre un sabre droit et un katana ne change pas grand-chose. J'ai testé cela avec un modèle 3D dans ma série sur le katana et le gain supplémentaire dans le ratio de coupe est tellement dérisoire que ça ne mérite pas d'être mentionné. La raison principale pour laquelle le katana est courbé vient en fait du processus de trempe différentielle. D'accord, comme le dos est plus épais que le tranchant, il y a plus d'acier qui veut se contracter quand on trempe la lame et donc ça tire la lame vers l'arrière. Au début, elle se courbe vers l'avant parce que cette partie le refroidit plus vite. Le dos refroidissant plus lentement, il tire la lame vers l'arrière, lui donnant sa courbure naturelle par trempe différentielle. Cependant, il serait possible de fabriquer un katana droit avec cette technique. Comme le prouve une vidéo d'Alex Steele où il tentait de fabriquer une rapière, commencer avec une courbure inversée était le cas. Il tentait de la redresser, mais elle se penchait constamment sur le côté. J'ai oublié ce qu'il avait fait exactement avec celle-ci. Je crois qu'il a fait un motif différent d'un côté, il voulait comme un hamon en ligne, ou quelque chose comme ça, et donc pour que la rapière reste droite, il devait faire une courbe inverse, la tremper et laisser le refroidissement la ramener droite. Regarde cette sacrée courbure. Vers la pointe, c'est complètement fou, totalement inacceptable. Ça continue de se courber, je pense que cet écart continue d'augmenter en refroidissant. Incroyable, non? Voilà. Nous avons mis une courbure opposée à la façon dont elle s'est déformée pendant la dernière phase de refroidissement. Elle est toujours aussi courbée. Je me demande si cette fois, elle va se redresser. Je croise les doigts. Mais là, c'est redressé. Impossible. Quoi? Qu'est-ce que... C'est carrément magique. Donc, c'est tout à fait possible, d'accord? Les gens qui ont fabriqué le katana auraient pu le faire sans la courbe s'ils l'avaient voulu. Ce serait juste beaucoup plus de travail. Et puis, la courbe, je veux dire, ça a de l'allure et ça a un avantage. Ça ne nuit certainement pas à son pouvoir de coupe. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de se donner tout ce mal pour le rendre droit. Et il y a un avantage. La courbe rend l'alignement du tranchant un peu autocorrecteur. C'est simplement prouvé par ceci. Si je tiens le katana comme ça et que je le laisse rouler, regardez comment il roule. Quand vous frappez avec un katana, si l'alignement de votre tranchant n'est pas correct, la lame va rouler pour se redresser. Naturellement, quand il frappe, la courbe cherche à s'aligner correctement et à traverser la cible. Et comme il résiste aussi aux vibrations, cela renforce encore plus cet effet. Donc, le katana est en fait plus facile à utiliser pour couper que d'autres épées. Est-ce que ça le rend meilleur pour la coupe? Non, dans certains cas. D'accord, cela ne veut pas dire qu'il a la capacité de couper des choses que d'autres épées ne peuvent pas couper simplement parce qu'elles n'ont pas ces propriétés. Tout ce qu'il faut, c'est frapper avec un bon alignement du tranchant et ça passera. Cela signifie que le katana est plus facile à utiliser pour couper. Donc, il est plus facile de faire de bonnes coupes avec. Mais cela ne veut pas dire qu'il peut toujours couper des choses que d'autres bonnes épées de coupe pourraient aussi couper. Mais qui ont plus de flexibilité et ne sont pas courbées, ne sont pas incapables de le faire. Ces épées, ils pourraient toujours couper la même chose, il suffit juste d'être doué pour ça. Le katana est plus facile à utiliser pour couper, il suffit d'aligner correctement le tranchant dans le bon sens. Et c'est l'un de ses avantages. D'accord, c'est vraiment un avantage mécanique intéressant dans sa conception. Le katana reste une bonne épée. J'essaie simplement de démystifier les idées reçues et de lui rendre hommage là où il le mérite. Il le mérite. Parce qu'il y a d'autres choses qui rendent le katana efficace dans ce qu'il fait, et je veux en parler tout de suite, okay, parce que j'ai déjà abordé toutes les idées reçues. D'accord? Il n'est pas plus tranchant, il n'est pas plus solide, ça ne veut pas dire qu'il est plus faible,
il a à peu près les mêmes forces et faiblesses, mais il ne fléchit pas. Et ça, c'est un problème. Il n'est pas plus léger, il n'est pas fait en acier de meilleure qualité en moyenne que les autres épées, et la courbure n'améliore pas son pouvoir de coupe. Mais il reste très bon pour couper, et j'ai déjà expliqué certaines raisons. Il est rigide, il pardonne dans la coupe, il a une sorte de correction automatique pour l'alignement du tranchant, il s'aligne tout seul. Et l'autre chose, c'est le fait qu'il n'a qu'un seul tranchant. Maintenant, pourquoi le fait d'avoir un seul tranchant est-il un avantage? Ce n'est pas intrinsèquement parce qu'il n'a qu'un seul tranchant, mais parce qu'il profite d'un des avantages qu'offre un tranchant unique, à savoir la longueur du biseau. Qu'est-ce que je veux dire? Je parle précisément de la longueur qu'il y a entre l'extrémité du tranchant et la fin du biseau lui-même. Donc vous voyez de la pointe jusqu'à peu près ici. C'est la longueur réelle du biseau du tranchant. Comparez maintenant cela aux épées à double tranchant. Parce qu'il faut 2 biseaux sur l'épée, la longueur de ces biseaux est bien plus courte que celle du katana. Et donc le katana, avec un biseau plus long, cela signifie qu'il peut avoir un tranchant plus petit, comme un bord plus étroit, plus fin. Une épée avec un biseau comme celui-ci coupera moins efficacement qu'une épée avec un biseau différent. C'est un avantage naturel pour toute épée à un seul tranchant, car elle n'a pas besoin de raccourcir le biseau pour faire tenir un autre tranchant de l'autre côté. On peut donc prolonger le biseau du tranchant et le rendre plus long. Toute épée a un biseau secondaire. Donc quand vous regardez une lame, d'accord, ça c'est le biseau du tranchant. Très bien. Maintenant, un biseau secondaire du tranchant. C'est le point final où il rejoint la lame. Donc, vous avez le biseau du tranchant normal. Et puis, juste à la pointe, il s'incurve un peu plus abruptement jusqu'à l'extrémité de l'épée. Chaque épée aura cela, peu importe à quel point elle est fine. Mais par sa conception et sa nature, le biseau secondaire du tranchant du katana est beaucoup plus plat que ce que vous auriez à faire sur une épée avec un biseau du tranchant plus court. Et donc, encore une fois, parce qu'il a un très petit biseau secondaire. L'angle du tranchant peut être beaucoup plus fin, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il sera forcément plus tranchant, mais il peut avoir cet avantage tout en restant très robuste. Par exemple, si on le compare encore une fois à une épée longue ou à n'importe quelle épée à double tranchant. Si vous voulez que le biseau du tranchant soit très étroit, devinez quoi? Il doit l'être parce que le biseau du tranchant, le tranchant de l'épée doit être plus fin pour compenser sa longueur plus courte. Plus le tranchant est étroit, plus l'épée est effilée à partir du milieu. Plus vous le rendez étroit, plus l'épée doit être fine, et plus l'épée est fine, plus elle sera flexible, ce qui veut dire que si votre alignement du tranchant est mauvais, vous pouvez rebondir directement sur la cible. Mais avec une épée à simple tranchant, vous pouvez vous permettre d'avoir ce tranchant étroit parce que ce biseau est plus long et vous avez quand même une lame épaisse, ce qui la rend très résistante aux vibrations et aux rebonds sur les cibles. Et voilà, ce sont les principales idées reçues sur le katana et je pense qu'on les a bien couvertes. Si vous en connaissez d'autres, partagez-les en commentaire. J'ai hâte de vous lire et j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine. D'ici là, au revoir! Merci.